Nos mémoires. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce pour cette nouvelle édition de l'émission Nos Mémoires, une émission consacrée, comme vous le savez, aux sources de l'histoire. Alors, au milieu du XXe siècle, l'historien britannique Arnold Hugh Martin Jones affirmait dans un texte consacré à la numismatique et à l'histoire qu'il était peut-être mieux pour les numismates de prendre moins au sérieux les pièces anciennes, leur type ainsi que leur légende. Je vous propose aujourd'hui de faire mentir cette affirmation en nous transportant à l'époque romaine. Et si la monnaie était plus qu'une histoire économique, mais bien une histoire politique autant qu'une histoire de réception et de représentation? Que nous disent ainsi les monnaies de cette histoire politique? Comment et où frappait-on monnaie sous l'Empire? Les monnaies d'Auguste sont-elles comparables à celles de Constantin, 3 siècles plus tard? La même monnaie était-elle utilisée dans l'ensemble des provinces impériales? Ces monnaies sont-elles enfin le reflet de ce que nous appellerions une civilisation? C'est ce que nous allons voir avec Donatien Gros. Donatien Gros, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de lettres, docteur en sciences historiques et philologiques de l'École pratique des hautes études, et vous venez de publier votre thèse de doctorat, La mémoire numismatique de l'Empire romain, un ouvrage paru aux belles lettres. Alors, je le sous-entendais en quelque sorte dans mon introduction, il y a plusieurs courants dans les études numismates. Il y a les études quantitatives, il y a l'étude de la monnaie, de l'utilisateur en lui-même, du public, et il y a les études qui font de la monnaie un langage. Est-ce que, Donatien Gros, les monnaies se lisent comme des textes ? C'est une image que j'ai choisie, mais qui est une image assez courante, de penser la lisibilité des monnaies et de penser que toutes ces monnaies sont comme des fragments d'un texte d'ensemble qui serait, pour reprendre une expression employée à propos de l'administration, la mémoire perdue de l'Empire romain. Et ce qui est fascinant, c'est que d'abord une monnaie évidemment se lit, il y a du texte sur la monnaie, il y a souvent d'ailleurs du texte avec des références à d'autres textes que ceux de la légende monétaire. J'ai pu par exemple, après un savant qui s'appelle Guy de la Bédoyère, reprendre des analyses sur les citations de Virgile dans des monnaillages d'Alectus à la fin du IIIe siècle, un usurpateur en Bretagne, entre 293 et 296. Il y a aussi une multiplicité d'images qui appartiennent à des codes, parfois qui rompent ces codes, parfois qui innovent dans ces codes, et qui donc appartiennent à toute une série de stratégies de lisibilité qui sont passionnantes. Et donc la question du texte, c'est une question d'abord littéralement d'écriture, et puis c'est aussi une question métaphorique de corpus qu'on peut venir lire, et qu'on peut venir lire d'une multiple façon. On lit déjà en un sens, en sérialisant et en étudiant la composition des monnaies, leur lieu de circulation à partir des fouilles, etc. Mais en même temps, c'est relativement, le courant de lecture iconographique est relativement limité comparé à d'autres courants et effectivement, et pour cette raison, d'autant plus prometteur. Est-ce que les monnaies nous disent des choses que les textes ne nous disent pas ? Écoutez, le problème, c'est que les textes nous disent rien. Enfin, le problème des textes anciens, si on regarde ça avec un tout petit peu de distance, c'est que nous n'avons quasiment rien des textes antiques. Vous prenez, il y a un livre très beau du doyen Henri Bardon qui date de 1940, qui s'appelle La littérature latine inconnue, où il liste tous les auteurs dont nous avons les noms mais dont nous n'avons pas les œuvres. Enfin, c'est effrayant. En gros, on n'a rien. On n'a vraiment rien. On a la sélection qui a été faite au Moyen-Âge, à partir d'une sélection faite à la fin de l'Antiquité, à partir d'une sélection elle-même progressive. Donc les textes sont extrêmement limités. La quantité de textes que nous avons écoutés, on écrit l'histoire de 600 années, pour parler de l'Empire, mettons 500 années, l'Empire et les querelles impératoriales, à partir de Tacite, Suétone, Dion Cassius, quelques abréviateurs tardifs, Trop Aurelius Victor, Pseudo Aurelius Victor, etc.
et puis des références diverses et variées. Et même si on prend Dion Cassius, par exemple, la moitié de Dion Cassius, on la passe, ce qu'on appelle les periocae, c'est-à-dire des résumés. Et donc, vous voyez, il y a rien. Enfin, c'est évidemment, et on a eu dans la constitution de l'Occident comme civilisation, Occident moderne à partir du XIVe et du XVe siècle, notamment, et au début du XVIe, il y a eu une volonté de prendre les quelques textes qui avaient été transmis, donc Dion Cassius, plus encore Tacite et Suétone, comme étant les fondements de la pensée moderne. Et donc, ces textes se sont vus garantir cette sorte de statut de fonds origo qui faisait qu'en lisant Tacite, on allait comprendre... c'est en lisant Tacite sur Néron qu'on allait comprendre ce qu'était un tyran, pour résumer, ou en lisant dans le cas de Machiavel, Tite-Live. Donc, déjà, les textes nous disent très peu de choses. Et puis, notre lecture des textes est compliquée aussi. Parce que, vous voyez, par exemple, on le fait beaucoup maintenant et c'est absolument passionnant. Quand on étudie la façon dont Tacite met en scène Tibère ou Néron, on voit bien qu'il utilise toute une série de lieux communs, de topoi, qui sont ceux de la tragédie. Et on voit bien qu'il y a cette sorte d'aller-retour entre des éléments, historiques, qu'on pourrait qualifier d'historiques, et puis l'interprétation. Notre livre très beau de Michel Rambaud sur Jules César, qui s'appelle L'art de la déformation dans les commentaires de Gaulle, de la guerre de Gaulle de Jules César, il explique qu'en fait, chez César, les faits sont pas forcément faux. Mais l'interprétation, les liens, la façon dont il tisse des causalités, alors là, il réinterprète tout pour que ça le serve. Et il faut pas oublier que l'histoire, l'écriture de l'histoire dans l'Antiquité classique, c'est la fameuse phrase de Cicéron qui est tellement citée, opus oratorium maxime, c'est-à-dire c'est une œuvre rhétorique et c'est une œuvre politique. On écrit l'histoire comme un mode d'éducation. Donc, l'idée de vérité historique, telle que nous on l'entend, qui serait une vérité sans éducation, enfin sans visée pédagogique, je dirais, c'est pas vraiment la façon dont les Romains conçoivent l'histoire. Et d'autant plus que quand on va reprendre ce corpus au moment de sa redécouverte, au XVe siècle surtout, et entre la fin XIVe et le début XVIe, on va relire ça. Donc, par exemple, mettons que si Tacite ou Suétone encore plus utilise met en scène des figures du pouvoir, on va l'interpréter avec une interprétation psychologique moderne qui, elle-même, est anachronique. Un exemple parmi d'autres, pour parler d'une figure que j'aime beaucoup, Néron, toute l'explication de Néron par tout l'inceste de la mère, par exemple, Agrippine. On ne sait pas si c'est vrai, personne n'était là, Suétone n'était pas là non plus d'ailleurs, mais le motif de l'inceste, il est connu, il est présent chez les Lagides, il est présent chez les pharaons. Le souverain peut, comme Ptolémée Philadelphe qui s'était marié avec sa sœur, on peut, et moi-même doit commettre l'inceste quand on est souverain, parce qu'on peut se permettre ce que les humains ne peuvent pas se permettre. Et donc ça marque le statut de la souveraineté. Donc c'est pas exactement la même chose de présenter Néron sujet à des désirs coupables et de voir que c'est une construction du pouvoir qui s'intègre dans l'Occident, dans l'Orient lagide. Et pour répondre à votre question sur ce que les monnaies, sachant qu'une fois qu'on a compris que les textes c'était relativement limité, les monnaies c'est le discours qui émane directement de l'autorité impériale. C'est l'outil de communication du pouvoir ? On peut absolument dire ça. Alors après, ça pose la question de à qui cet outil est adressé, qui est une énorme question. Mais on sait déjà avant même d'en arriver à l'outil de communication, c'est quelque chose qui vient de l'autorité impériale. On sait, parce qu'on a des textes qui nous le disent, que l'empereur se préoccupait des monnaies, parce qu'on a des inscriptions qui nous parlent de ce qu'on appelle les procuratores monetae, personnes qui s'occupaient de la frappe des monnaies. On suit la carrière de ces procuratores monetae. On sait que ce sont des personnes qui font partie de l'entourage impérial. Donc on sait que c'est pas insignifiant. Et on sait que ce sont des ateliers impériaux qui sont sous l'autorité de l'empereur. Donc déjà ça, vous voyez, le fossé entre nos ateliers impériaux qui appartiennent à l'administration romaine et Tacite et Suétone, par exemple, qui appartiennent à un certain milieu, à un certain moment, évidemment, le statut est complètement différent. Et pour répondre à votre question sur l'outil de communication, on voit très bien que on est tout l'Empire romain. Tout le monde ne sait pas lire, déjà.
Donc la question de la lisibilité des images, c'est un peu comme les vitraux dans les églises. Les images sont beaucoup plus lisibles en fait que les textes, parce qu'elles sont directes. Si vous ne savez une image vaut 1000 mots. Une image vaut 1000 mots, surtout si vous savez pas lire. Donc déjà, on a une image qui peut circuler. Ensuite, vous pouvez au fur et à mesure créer et diffuser tout un discours sur les allégories, les divinités, vos inspirations, vos réussites, les bâtiments que vous avez construits, les nouveaux projets que vous lancez, la façon dont vous concevez votre pouvoir, etc., etc. Tout cela, vous pouvez le diffuser relativement largement, puisque il n'y a pas d'autre outil sous l'Empire romain qui puisse être ainsi diffusé. Il y a une question qui a souvent été posée, qui est une question compliquée, c'est quel est le public ? Pour qui est-ce que c'est frappé ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, il y a une savante allemande qui s'appelle Fleur Klemers, qui a travaillé sur les fouilles des camps militaires du Rhin, et elle montre que d'un camp à l'autre, c'est pas les mêmes types monétaires, d'une légion à l'autre. Et donc, que l'empereur choisit d'envoyer tel type monétaire à telle légion. Alors on va y revenir, c'est la diffusion dans les provinces impériales, mais peut-être avant, est-ce qu'il existe un moment fondateur ou une période fondatrice du monnayage impérial ? Quel est le rôle d'Auguste dans la création du monnayage impérial ? Alors, on a tendance, à tort ou à raison, à voir en Auguste le point de départ, le moment fondateur. Alors maintenant, il y a toute une école qui fait commencer le Principat à Marc-Antoine. Avant, on disait à César, en montrant que beaucoup de choses étaient déjà en fait préparées avant l'accession d'Octavien au Principat et sa renomination en Auguste. Néanmoins, on voit bien que d'abord, la période où Octavien Auguste est au pouvoir est très longue. Elle est de 41 années, encore plus. 59 années, puisque c'est le 44 avant avec la mort de Jules César, à 14 après avec la mort d'Auguste. Et avec une accélération à partir du triumvirat en 42, où le démoniage commence vraiment à se développer autour de la figure d'Octavien. Donc on a beaucoup. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on a une longue durée, mais Auguste va multiplier les monnayages, ce qui ne sera pas le cas par exemple de Tibère, qui va resserrer le monnayage de manière très forte. Et donc, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on a une immense diversité de monnayages, où on voit ce qui va devenir l'administration impériale tenter des choses. Essayer quelque chose, puis essayer autre chose, reprendre les tresqueri monetales, revenus de la République romaine, c'était les trois figures de la noblesse qui chaque année, les trois officiers qui battaient monnaie, et Auguste va reprendre les tresqueri monetales, puis les monnayages dans les provinces, puis les monnayages militaires, les monnayages reprenant des systèmes locaux, comme par exemple à Pergame ou à Éphèse, et avec les cistophores, et donc il y a vraiment cette démultiplication du monnayage qui est très forte. Et on voit qu'il y a les trois strates qui apparaissent fortement. Première strate qui est donc, dont je vous parlais, l'héritage républicain. Une deuxième strate qui est l'héritage hellénistique, parce que c'était les souverains hellénistiques qui montraient leur effigie sur leur monnayage. Ce n'est pas du tout une habitude à Rome. Quand César le fait, on dit que c'est une des manifestations de son aspiration à la royauté. Et dans le monnayage romain, au fond, le seul, sous la République, avant l'époque des généraux, à être apparu de son vivant sur le monnayage, c'était Titus Flaminius en 197, mais chez les Grecs. Donc c'était pas une monnaie frappée à Rome du tout, c'est une monnaie d'or frappée plutôt d'ailleurs probablement par les Grecs pour l'honorer au moment de la victoire contre Philippe. Donc ce qu'est Philippe de Macédoine. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que il y a cet élément hellénistique avec la présentation du pouvoir, le schéma de la dynastie, etc., etc., etc. Et la troisième chose, c'est évidemment l'héritage des généraux et le fait que la monnaie à Rome, elle est faite pour payer les soldats, d'abord et avant tout. C'est un enjeu fondamental. C'est ce que dit Tacite. Il parle des arcana imperii, du secret de l'Empire. Le secret de l'Empire, c'est que si les soldats ne sont pas contents, eh ben, ils vont tuer l'empereur. Et donc, tout empereur, ou c'est sa garde, comme ce sera le cas, par exemple, pour Caligula, qui va le tuer, ou il y a une révolte militaire qui commence dans les régions, ce sera le cas pour Néron. Et donc, il y a toujours le risque que les soldats veuillent détrôner
l'empereur. Et comment est-ce qu'on communique avec des soldats qui sont sur le Limes rhénan, sur la frontière du Rhin? Eh bien, on leur envoie des monnaies. Et c'est à ce moment-là qu'ils voient la figure de l'empereur et ce que l'empereur veut communiquer avec eux. Donc cet élément militaire, il est déjà là chez Auguste. Alors d'un point de vue technique, comment frappait-on monnaie sous l'Empire et où frappait-on monnaie? Est-ce qu'on frappait monnaie uniquement à Rome? Alors ça dépend des périodes. Mais déjà à l'époque d'Auguste, alors je vais répondre sur la technique. Alors, il y avait une sorte de aujourd'hui, en fait, on se représente les choses avec ce qu'il se passe aujourd'hui, et il y a un monopole d'État, on le sait tous, et donc les choses sont parfaitement définies avec des comités qui décident de telle ou telle représentation, etc. Comment ça se passe concrètement? Alors, la question de savoir qui décide. On n'a pas un registre de la monnaie qui nous expliquerait qui nous donnerait le mode d'emploi, malheureusement. Néanmoins, on a un certain nombre de textes littéraires qui nous parlent de décisions d'empereur. On a des documents qui témoignent de la façon dont la monnaie, donc on gravait des coins, et puis ces coins étaient très probablement réalisés à partir de sculptures qui permettaient d'avoir, vous savez qu'on diffusait les bustes de l'empereur partout dans l'Empire, et donc on retrouvait ces bustes, et ces bustes donnaient lieu à des monnaies. D'ailleurs, il y a tout un travail passionnant qui est fait par certains historiens, je pense notamment à Paul Zanker, mais aussi à Dietrich Boschung après lui, qui ont travaillé sur les portraits d'Auguste, en comparant les portraits d'Auguste sur les sculptures et les portraits d'Auguste sur les monnaies. Et puis ensuite, évidemment, la monnaie est diffusée. Et un enjeu, historiquement, l'atelier central de Rome, c'est Rome. Mais dès Auguste, et je vous parle que du monnayage impérial. Il y a aussi la question des monnayages dits provinciaux, qui sont des monnayages surtout de bronze, frappés notamment dans la partie orientale de l'Empire, où un certain nombre de cités gardent la possibilité de battre monnaie à l'effigie de l'empereur, mais aussi avec des types de revers liés à leur histoire locale. C'est un sujet absolument passionnant, les monnayages provinciaux, dits provinciaux. Mais pour le monnayage impérial, au stricto sensu, ce qui se passe, c'est que la monnaie est battue d'abord à Rome. Il y a sous Auguste un certain nombre d'ateliers secondaires qui apparaissent notamment en Espagne. Pourquoi? Parce que c'est en Espagne que sont les mines d'argent. Et donc on a plusieurs ateliers espagnols avec des monnaies souvent très 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 belles. Il y a aussi le grand atelier qui se développe sous Auguste, puis en nouveau sous Tibère et sous tous les Julio-Claudiens, enfin beaucoup sous Néron, c'est Lyon. Qui est un atelier très important, notamment pour Néron. Néron qui a complètement refondé le monnayage impérial, ça c'est un sujet passionnant. Il a refondé, il a démultiplié les types comme sous Auguste, et il a envisagé par Lyon une autre projection du monnaie. Parce que vous imaginez Lyon, vous êtes juste à côté de la frontière rhénane. Et la frontière rhénane, c'est un vrai sujet pour les Romains au 1er siècle. Il faut se rendre compte qu'il y a eu une défaite très grave en 9 d'Autrère, qui est la défaite de Varus, Teutobourg, quelle crise. Vous savez, c'est la fameuse phrase, on dit que, c'est Suétone qui raconte que Auguste se réveillait la nuit, il disait « Ware quinctilie, ware legiones rede ». Varus, rends-moi mes légions, les 3 légions martyrs tuées par Arminius. Enfin, c'est une histoire très importante de la grande geste allemande. Mais disons que Lyon permet d'accéder au Rhin. Et puis ensuite, à la fin de l'Empire, enfin, à partir du 2e et surtout du 3e siècle, on va multiplier les ateliers. C'est-à-dire qu'au IIIe siècle, la loi de la monnaie baisse de plus en plus. L'or reste très haut. C'est assez fascinant d'ailleurs. On bat toujours de l'or. Moins, mais on bat beaucoup d'or. En revanche, l'argent disparaît quasiment. Et à ce moment-là, vous allez voir apparaître des ateliers à Sirmium, à Siscia. Il y a une monnaie fascinante de Probus qui représente l'arrivée symbolique de Probus à Siscia, ville monétaire impériale, ce qui est marqué par la monnaie. Donc, voilà. Et puis, à partir de ce moment-là, au IVe siècle, on aura encore énormément d'ateliers. Mais à ce moment-là, on a ce ratio, on a cette baisse de l'argent et cette montée du nombre d'ateliers. Vous êtes bien à l'écoute de Storia Voce et je reçois Donatien Gros, auteur de la Mémoire numismatique de l'Empire romain, un livre paru aux Belles Lettres. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par la rédaction d'Histoire et Civilisation avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours soutenir notre association Storia Voce. Faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de
notre site storiavoce.com. Contre un don, eh bien, vous pouvez toujours recevoir un livre de votre choix grâce à un de nos partenaires. Je reviens, alors on a déjà en partie abordé cette question, mais je voudrais peut-être l'approfondir. Est-ce qu'on distingue dans l'histoire de l'Empire plusieurs périodes de pratiques et de politique monétaire? Absolument. Et d'ailleurs, ce qui est fascinant, c'est qu'on peut distinguer de manière, je dirais, macro-historique, et puis on peut ensuite, de manière très précise, de règne en règne, les politiques changent. Par exemple, un exemple très fort et vraiment évident, c'est quand on bascule d'Auguste à Tibère. Enfin, Auguste, démultiplication des monnayages. Tibère, il y en a que 2 ou 3. C'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, avec la vraie volonté d'imposer une image, un type monétaire qui va se diffuser, plutôt que de tenter une multitude d'iconographies de l'empereur. C'est-à-dire que le portrait d'Auguste, en plus de 50 années, change énormément. Celui de Tibère, il accède de pouvoir âgé, il a 56 ans, ce qui est très âgé pour l'époque, et pendant 23 années, le portrait ne va pas changer. Donc c'est assez fascinant. Mais ensuite, on voit bien qu'il y a ce moment des Julio-Claudiens, qui est un moment d'élaboration d'un certain nombre de thèmes, la question de la mémoire augustéenne qui va réapparaître tout du long jusqu'au IVe siècle, la question du décentrement, est-ce que l'Empire c'est Rome ou est-ce que c'est un imperium qui se rêve mondial pour l'époque, et qu'est-ce que ça veut dire en termes d'iconographie monétaire, la question à la fois, est-ce que la monnaie est ce que j'appelle une koiné, c'est-à-dire quelque chose qui est simplifié, diffusé, une sorte de prêt à regarder, ou est-ce qu'au contraire, il faut que les types monétaires soient extrêmement esthétiques, et que l'implication esthétique soit une œuvre du prestige, qui est un sujet très important pour l'empereur, le prestige, parce que c'est une des questions aussi, je parlais tout à l'heure de la question des publics. Il y a une lecture qui est de dire, effectivement, il cible tel public, et il le fait, mais il y a une autre lecture qui est de dire qu'évidemment, avoir un monnayage qui rivalise esthétiquement avec les monnayages hellénistiques, c'est une preuve pour l'empereur de sa puissance et de son prestige. Et donc ces thèmes-là, on va les voir réapparaître tout du long, parce que même au IIIe siècle, parce que au IIIe siècle, on a l'habitude de parler de monnayages qui sont effectivement, notamment les monnayages de Billon. Bon, là, c'est pas forcément toujours très beau et très élaboré, mais au même moment où les empereurs ou les usurpateurs battent monnaie avec des types très simples, les types d'or sont incroyablement élaborés. C'est-à-dire que il n'y a jamais eu dans le monnayage impérial l'élaboration des types du IIIe siècle et du IVe siècle pour les monnayages de prestige, qui étaient d'ailleurs souvent des objets qui étaient en fait ce qu'on appelle les médaillons d'or. Ce sont des objets qui étaient donnés par l'empereur ou par ses proches pour service rendu. C'était entre la monnaie et la médaille. Donc il y a cette première période. Et puis ensuite, il y a sa réactivation. Ensuite, il y a une deuxième question qui est la question à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, de la loi. C'est une vraie question. Parce que plus le taux d'argent par monnaie baisse, plus on peut battre de monnaie, et plus il faut en battre beaucoup. Et donc, évidemment, moins la qualité de la monnaie n'est vraiment un sujet. Donc, par exemple, on voit bien que à partir de la fin du IIe siècle surtout, le taux d'aloi baisse. Sous Caracalla en 215, il passe à 500 pour 1000, c'est-à-dire la moitié de la monnaie n'est plus faite d'argent. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que Caracalla invente une nouvelle dénomination monétaire qui s'appelle l'antoninien, qui est un double denier. Donc, il y a cette baisse de la loi qui en elle-même va être accompagnée évidemment de mouvements politiques, parce que moins il y a de la loi, plus l'économie se métamorphose, plus il faut battre de monnaie pour un monde de plus en plus large et de plus en plus connecté, d'où aussi les ateliers un peu partout. Et évidemment, moins la logique d'élaboration est forte, parce que plus vous avez d'ateliers monétaires, plus il va falloir élaborer une sorte de modèle type que tout le monde va pouvoir ensuite dupliquer.
Je reviens sur cette notion d'identité et cette dimension politique. Au fond, la monnaie possède un caractère institutionnel, historique. L'empereur donne l'ordre de battre monnaie, ce qui est le signe de son existence historique. Absolument. Mais d'ailleurs, il y a des textes absolument... Enfin, il y a un moment dans l'histoire de la pensée monétaire à Rome, il y a deux grands moments dans l'histoire de la pensée monétaire à Rome. C'est ce qu'il y a de génial, parce que l'expression que vous utilisez, la pensée monétaire, il y a une pensée monétaire alors qu'on ne se doute absolument pas de cette pensée, de cette histoire, de cette incarnation, de cette identité. Ah mais bien sûr, mais au moment d'Auguste, il y a tout ce dont je vous ai parlé, cette immense expérimentation, etc., etc. Mais tous les auteurs nous parlent de monnaie. Ovide nous parle de monnaie. Suétone nous raconte que Auguste donnait des monnaies. Mais on a aussi des textes, Ovide, Varron, nous racontent une réflexion sur l'étiologie de la monnaie. On raconte c'est Janus qui a apporté la monnaie à Rome. Donc il y a le tout parce que au IIIe siècle, des monnaies qu'on n'arrive plus à identifier, au IIIe siècle avant notre ère, portaient l'effigie de Janus. Alors donc on va réinterpréter ça. Mais il y a un autre moment qui est un moment absolument fascinant. À la fin du IVe siècle, donc c'est évidemment le moment où les païens pensent que c'est quand même très très mal parti pour eux et que leur version de Rome va disparaître. Et donc, il y a deux documents qui résument beaucoup de choses. L'un, c'est un recueil de textes qui s'appelle l'Histoire Auguste, et dont l'auteur, qu'on ne connaît pas, mais qu'on présume être un aristocrate païen qui s'appelle Nicomaque Flavien, parle de noms d'empereurs qui n'ont jamais existé parce que c'est un demi-faux, et dit la preuve qu'ils ont existé, c'est qu'il y a des monnaies. Et de la même manière, donc la monnaie devient la preuve de l'existence. Mais même récemment, il y a 15 ans, on a découvert le nom d'un usurpateur dont on n'avait aucune trace, si ce n'est 2 exemplaires de monnaie qui s'appellent Silbanacus. Voilà. Mais l'autre document qui est passionnant, ce sont ce qu'on appelle les médaillons contorniates, qui là aussi sont l'œuvre probablement de l'aristocratie païenne, qui sent que son mélange de spectacle, de polythéisme, de poésie et d'un certain nombre de figures d'empereurs va disparaître. Et donc, il crée des objets qui font le poids, ont quasiment l'échelle des sesterces de l'âge d'or, entre guillemets, romain, 1er siècle. Et là, on va avoir aussi bien Salluste qu'un Aurige, qu'Agathodaimon, le dieu oriental, le dieu serpent, la crinière de lion, que Néron d'ailleurs. Et donc, on va avoir cette sorte de célébration de cet empire gréco-romain qui est en train de disparaître parce que les chrétiens arrivent, ils vont tout effacer. Ce qui d'ailleurs est faux, parce que quand on regarde, ce qui est fascinant, c'est que la logique du monnayage impérial va se poursuivre selon à l'époque de ce qu'on appelle les royaumes barbares, jusqu'au 6e, 7e siècle, et aussi évidemment à Byzance. Et d'ailleurs, cette réflexion sur le monnayage impérial, elle se poursuit au début du 6e siècle. On a un texte fascinant du début du 6e siècle, parce que tous ces rois barbares, en fait, se pensent comme de nouveaux Augustes, et se pensant comme de nouveaux Augustes, vont vouloir reprendre des éléments d'identité romaine. Vous évoquez aussi le monnayage de restitution. Que recoupe ce terme ? Le monnayage de restitution, c'est aussi absolument passionnant. C'est-à-dire que ça commence sous les Flaviens, mais ça se développe vraiment. Il y a 2 grands moments du monnayage de restitution. L'un, c'est sous Trajan, l'autre, c'est sous Trajan d'Es. C'est souvent lié au fait que quand on baisse sous Trajan un petit peu, d'Es plus, quand on baisse la loi de la monnaie, en fait, ce que fait l'administration impériale, c'est qu'elle rappelle les monnaies, elle les récupère pour rebattre de nouvelles monnaies avec un aloi plus bas, et donc évidemment en grappillant un petit peu. Et Trajan, quand il opère cette grande restitution, donc Trajan entre 98 et 117 de notre ère, et va proposer tout un monnayage qu'on appelle le monnayage de restitutio, de restitution, où il va choisir un certain nombre de types monétaires de la République et de l'Empire, et il va écrire son histoire de Rome. Donc il va choisir ces types-là, et avec ces types-là, il va en quelque sorte réinvoquer des fragments de l'histoire impériale romaine. Donc là, on est vraiment dans un geste qui est un geste historiographique, qui est de choisir qui doit faire partie de l'histoire. Entre 249 et 251, Trajan d'Es fera la même chose. Il va choisir un certain nombre d'empereurs qui, pour lui, sont les bons empereurs. Et ces bons empereurs vont se retrouver avec leur visage de nouveau représenté, parfois plus de 200 ans après leur mort. 250 ans.
L'histoire est très présente dans les pièces. Vous le montrez dans le moment Julio-Claudien. Vous expliquez qu'il s'agit d'assumer une référence venue du passé, de résumer cette référence, de la rendre explicite et que celle-ci soit absorbée pour légitimer le nouveau pouvoir. Absolument. Parce que, vous savez, Rome, l'un des principes de la civilisation romaine, c'est que Rome ne cesse de faire référence au passé. Rome ne cesse de faire référence à son origine mythique. Vous savez, Dion Cassius rapporte que l'un des noms auxquels on avait pensé pour Auguste, était Romulus. Et d'ailleurs, le dernier empereur d'Occident s'appelle Romulus Auguste. Et donc, ce qui est fascinant dans le système, en quelque sorte, mental romain, c'est qu'à la fois on invoque le passé, mais on l'interprète, on le transforme, on le lit comme on veut. Et le monnayage impérial fait exactement cela. Parce qu'il va fonctionner, déjà Auguste réactive un certain nombre de motifs qui l'ont précédé, et puis les monnayages ultérieurs vont réactiver ce qu'avait réactivé Auguste, sorte de double réactivation. Mais pour prendre encore un autre exemple, qui est un exemple absolument fascinant, qui est le monnayage, ce qu'on appelle le koinon des Macédoniens, c'est-à-dire une sorte de réunion symbolique des petites cités macédoniennes. Le koinon des Macédoniens, jusqu'au milieu du IIIe siècle, de notre ère, va battre monnaie au type d'Alexandre le Grand, 600 ans avant. De la même manière, les fameux portraits de Constantin qui regardent vers le haut, qu'on interprète après Eusèbe de Césarée, en disant qu'il regarde vers le haut parce qu'il regarde Dieu, parce qu'il s'est converti. C'est une interprétation, et évidemment pourquoi pas, mais il y a une deuxième interprétation, c'est qui regardait vers le haut 600 ans avant, plus 600 ans avant, c'était Alexandre. Les monnaies d'Alexandre, Alexandre regarde vers le haut. Et que fait Constantin en fondant Constantinople? Exactement le même geste qu'Alexandre en fondant Alexandrie, et toutes les Alexandries qu'il a fondées. Donc ce qui est fascinant, c'est qu'on voit comment 660 ans plus tard, le même geste est réactivé et la monnaie en témoigne. Et donc 660 ans plus tard, la mémoire d'un geste monétaire antérieur est encore présente. Mais il y a aussi des moments présents. Dans le cas de Constantin, vous décrivez le fameux songe de Constantin qui va l'amener à se convertir. Oxigno Victor Eris, qui est le fameux songe avant la bataille du pont Milvius contre Maxence, et il voit le labarum chrismé, ce qu'on appelle le labarum chrismé, c'est-à-dire l'étendard avec le qui et le rho, qui sont les deux premières lettres du nom du Christ en grec, et donc il le voit, et avec la fameuse phrase en grec que rapporte Eusèbe en Teutonica, et la parole en latin Oxigno Victor Eris, et cette image-là réapparaît sous Vétranion, qui est un usurpateur pendant quelques mois en 350, vraiment avec le labarum chrismé et la citation du rêve de Constantin, Oxigno Victor Eris. Ce qui est intéressant, parce que ça prouve aussi que des motifs, des paroles circulent, qu'on n'a pas d'un côté la littérature et de l'autre les monnaies, et encore à côté la sculpture. Non, tout est lié. Mais évidemment, la particularité du monnayage, c'est que c'est un système qu'on peut saisir quasiment dans son intégralité, ce qui n'est pas le cas du reste. Sait-on quelle conception les Romains avaient-ils de la monnaie? Vous avez affirmé tout à l'heure son caractère militaire. Il s'agit de payer les soldats. Les autres Romains, comment voyaient-ils ces monnaies? Ce qui est fascinant, une autre chose qui est fascinante, c'est que on dit souvent, et c'est un lieu commun fréquent, que le monnayage, que les Romains, qu'il n'y a pas de document sur le monnayage hors du monnayage. Donc on parle pas des monnaies à Rome. Alors moi, en faisant ce travail, j'ai repris un peu le dossier et je me suis rendu compte qu'on parlait de monnaie partout. C'est-à-dire que le nombre de textes qui parlent de monnaie, c'est extraordinaire. On parle de monnaie évidemment chez Suétone, chez Tacite. Pline consacre des chapitres entiers à l'histoire de la monnaie. Dans le Nouveau Testament? Bien sûr, dans le Nouveau Testament. Alors, le Nouveau Testament, c'est un cas d'autant plus fascinant que, au fond, on pourrait presque dire que la monnaie est une sorte d'argument pour l'historicité du Nouveau Testament pour celles et ceux qui en ont besoin, puisque le fait
que le Christ dise rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. La monnaie. Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le texte grec du Nouveau Testament dit denarion. Hein. Il prend le terme latin. Il dit pas, ça aurait pu être nomisma, la monnaie. Non, c'est denarion, un denier. Et on le disait tout à l'heure, Tibère, bas monnaie, un type pour tout l'Empire. Donc évidemment, quand on sait que le christianisme est au fond une sorte de dépassement de l'universalisme que se voulait l'Empire, le fait que ce soit l'empereur qui ait battu monnaie, qu'on a retrouvé peu d'exemplaires, mais on a retrouvé quelques exemplaires de cette monnaie en Palestine, et donc que ce soit ce système-là, que ce soit ce terme-là, évidemment, ça veut dire quelque chose. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de textes. Et je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la question de la mémoire. Il y a des textes qui nous disent que la monnaie traite de mémoire, que la monnaie est une mémoire active. Deuxième chose, il y a la question de la civilisation. Parce qu'on le voit bien avec les textes de Varron et d'Ovide liés aussi à la fondation de Rome que je citais tout à l'heure, ou même avec à la fin de l'Empire, dans le texte qui s'appelle le De Rebus Bellicis, où on nous raconte une sorte de traité de gouvernement. Eh bien, la monnaie est au tout début d'une conception du pouvoir romain. Donc, il y a quelque chose qui chez la monnaie à voir avec ce que serait une civilisation romaine, sachant qu'évidemment, c'est un point que je ne vais pas mentionner parce qu'il peut sembler évident, mais il est quand même très important, l'invention d'un système monétaire cohérent sur 600 années avec une administration centrale, ça n'avait jamais existé dans l'histoire. D'ailleurs, ça n'a pas vraiment existé à cette échelle-là ensuite. On voit bien, chaque cité grecque battait monnaie. Chaque cité. Ensuite, l'image d'Alexandre était encore très présente après la mort d'Alexandre 323 et à l'époque hellénistique, on a battu monnaie à l'effigie d'Alexandre dans différentes cités. Néanmoins, il n'y avait pas une entité qui gouvernait la façon dont il était battu monnaie à l'effigie d'Alexandre partout. Donc, c'est vraiment un moment très important et c'est vrai que c'est pour ça que le monnayage impérial romain, une sorte d'espace qu'on peut venir étudié et qui est d'une richesse extrême. Que nous dit Épictète de son côté des monnaies ? Épictète est très important dans votre ouvrage. Oui, parce que Épictète, c'est aussi un texte absolument fascinant des entretiens, puisque Épictète raconte qu'on lui présente une monnaie de Néron, donc un mauvais empereur, il la rejette. On lui présente une monnaie d'un bon empereur, il l'accepte. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça prouve que Épictète réfléchit à ce qu'il y a sur la monnaie. Épictète, c'est Épictète, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on a une preuve directe que la monnaie est élue. Et que si c'était une monnaie d'un, ouvrez les guillemets, mauvais empereur, c'est-à-dire, fermez les guillemets, c'est-à-dire Néron, il fallait la rejeter, parce que la monnaie était associée à Néron. Donc si c'est un bon empereur, il faut l'accepter. Donc ça prouve, si besoin était, que les monnaies étaient élues. Alors je reviens aussi sur les provinces. On sait l'esprit de tolérance sur les pays conquis par rapport à la culture, etc., par rapport aux religieux. Est-ce qu'il en était de même pour les monnaies ? Est-ce que la Palestine a pu garder sa propre monnaie ? Est-ce que les Gaulois ont pu garder un temps leur propre monnaie ? Ou la monnaie romaine se substituait progressivement à la monnaie locale ? Ce sont des cas différents. Il y a une vraie différence entre les provinces d'Orient et les provinces d'Occident. Les provinces d'Occident, les Gaulois n'ont pas gardé leur monnayage, mais il s'est passé une chose assez intéressante, c'est qu'il y avait des ateliers semi-officiels qui battaient leur version de la monnaie romaine. Il y a eu ça en Gaule au 1er siècle. En revanche, sur la partie orientale de l'Empire, qui n'avait pas la même histoire de conquête du tout, et puis qui avait d'abord, on connaît la fascination des Romains pour les Grecs, le fait qu'on sait aussi que fondamentalement il y avait énormément de points de ces civilisations qui étaient extrêmement poreux. Le système gaulois et le système romain n'étaient pas tellement poreux. En revanche, le système, et de la même manière que la partie occidentale était vraiment ouverte
la colonisation romaine, les fameux municipes, tandis que la partie orientale moins, quand même. Et parce qu'elle était déjà largement constituée en cité, que les Romains auxquels les Romains s'étaient alliés en fait dès la fin du IIIe siècle, début du IIe siècle avant notre ère. Et donc, au fond, le système romain va être de dire sur la partie orientale, vous gardez le monnayage de bronze, nous prenons l'or et l'argent. Donc les deux monnayages qui ne sont pas les monnayages de la vie quotidienne, mais des échanges à haute valeur, ce sont les monnayages de Rome, avec une petite exception, Alexandrie, parce que Alexandrie c'était la propriété de l'empereur, personnelle. L'Égypte était la propriété de l'empereur, et aussi en Syrie où il y a encore des monnayages d'argent qui sont frappés. Néanmoins, ce système va se créer où toutes ces cités vont continuer à battre monnaie, mais essentiellement en bronze, tandis que le reste sera un monnayage impérial. Et d'ailleurs, on a des monnayages absolument fascinants où deux cités s'unissent selon ce qu'on appelle un accord d'homonoïa, c'est-à-dire, de concorde, on pourrait dire, qui est comme entre l'alliance et le jumelage. Donc vous savez, le principe de Rome, c'est les cités soumises à l'imperium acceptaient de confier leur sécurité à Rome contre un tribut, mais ces cités peuvent, entre elles, avoir des sortes d'accords financiers de commerce, etc. Et il y a des monnaies, des médaillons qui témoignent de cela. Donc et d'ailleurs, ces monnayages sont fascinants parce qu'ils permettent souvent de découvrir des traditions locales, traditions notamment religieuses locales. Et certes, le droit, l'avers, doit être consacré à l'empereur, mais le revers est entièrement à la disposition des habitants de l'endroit. Donatien Gros, on arrive peu à peu au terme de cette émission. La monnaie fait donc l'unité impériale. Elle est, vous utilisez le terme de koiné, elle est un langage, elle est une leçon sur la monarchie et le gouvernement. Elle incarne la civilisation romaine. Disons que c'est une des manières relativement sûres d'écrire une histoire de la Rome antique. Pendant la Rome impériale, en ce qui me concerne, pendant des siècles, et encore maintenant, on a voulu écrire la énième biographie de Néron, Auguste, Constantin, qui vous voulez, en utilisant quasiment toujours les mêmes textes, qu'on interprète de manière différente. Alors j'ai beaucoup de respect pour cette sorte de tradition qui continue et qui, chaque année, on va trouver une nouvelle biographie de Néron qui sera pas tellement différente de la précédente. Mais il se trouve que dans nos disciplines, les études anciennes, il y a des terrains de conquête. Il y a un terrain de conquête, par exemple, qui est l'histoire sociale. Aujourd'hui, vous savez, vous allez dans n'importe quel musée lapidaire de nos régions, vous allez trouver des tas de noms de personnes sur lesquels nous avons, notamment les pierres tombales évidemment, des documents, quelques éléments de vie. Et il y a un travail fascinant de prosopographie qui a été entrepris depuis plusieurs décennies maintenant, continue à être entrepris, où on nomme toutes ces personnes qui ont vécu sous la Rome antique, on essaie de voir s'il y a des liens, etc., etc., etc. Et on peut le faire. Donc ça, c'est un énorme champ de conquête. On peut encore découvrir énormément de choses. Ensuite, il y a un autre aspect qui est l'étude. Si on s'intéresse encore à cette grande histoire, à l'ancienne, cette histoire des puissants, cette histoire des souverains, cette histoire des images, cette histoire du prestige, c'est vrai que la monnaie, c'est un domaine qui est maintenant de plus en plus pratiqué, mais qui longtemps a été utilisé comme une science auxiliaire, c'est-à-dire comme une illustration de ce qui était dit par ailleurs, alors que c'est pas une illustration, c'est un discours en soi. Et quand on a étudié ce discours en soi, on peut le comparer aux autres discours et on peut arriver à un discours du pouvoir en lui-même, construit avec de multiples références à l'intérieur du monnayage à lui-même. Et donc, on peut voir comment les Romains ont créé cette construction. Si nos auditeurs ont quelques pièces de monnaie de l'époque de l'Empire romain chez eux, comment peuvent-ils savoir si celles-ci ont de la valeur ? Bon, il y a un paramètre crucial, c'est la qualité. Si les monnaies sont très belles, elles auront plus de... Enfin, ce que je vous dis est une évidence terrible, mais elles auront plus de valeur que si elles sont moins belles. Après, il y a la question de la rareté. Mais vous savez, les monnaies, c'est un peu comme... bon, il se trouve que pour ce travail, j'en ai lu énormément, mais tout simplement, on peut les lire. Il suffit de regarder la légende, il y a des catalogues, certains sont en ligne,
on regarde le nom de l'empereur, on garde la référence, et puis c'est totalement facilement identifiable. Eh bien, merci beaucoup Donatien Gros. La mémoire numismatique de l'Empire romain, un ouvrage paru aux Belles Lettres. Merci beaucoup. Merci à vous. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Storia Voce. Merci beaucoup et à très bientôt.